La grande salle de bal de l'hôtel de Castiglione avait toujours été la scène de la représentation annuelle du succès de la famille Lefebvre. Des lustres de cristal, lourds comme des cascades gelées, scintillaient au-dessus des têtes, projetant une lueur chaude et dorée sur des tables ornées de compositions florales élaborées. Des orchidées et des roses, aux couleurs de l'entreprise, bleu marine et or, se dressaient comme des sentinelles silencieuses gardant l'héritage de la financière Lefebvre. De grands portraits encadrés et les jalons de l'entreprise étaient exposés sur des chevalets, une chronique visuelle de 4 générations de domination des Lefebvre dans le monde impitoyable de la finance parisienne. Je me tenais près du bar, une délicate flûte de champagne à la main, observant l'entrée. Mon cœur ne battait plus la chamade. Cette phase frénétique et paniquée était passée des semaines auparavant, la nuit où j'avais découvert la vérité. Cela avait été comme un coup physique, un éclatement de quelque chose de profond en moi, mais ce qui avait émergé des décombres n'était pas le chagrin, mais un calme étrange et glacial. C'était le genre de calme qui vient lorsque vous avez exécuté un plan si méticuleusement, si parfaitement, que le résultat est quasiment garanti. L'issue était une fatalité. Il ne restait plus que la représentation. Victoire, ma chérie, tu es éblouissante ce soir. Éléonore Lefebvre s'approcha, le froissement de sa robe de créateur un murmure de soie et d'argent. Ma belle-mère avait toujours été l'incarnation de l'élégance discrète, une véritable grande dame de la vieille bourgeoisie parisienne. Ses cheveux argentés étaient coiffés en un chignon parfait, son sourire étudié et mesuré, ne révélant rien d'autre qu'une chaleur polie. Merci, Éléonore. Tu t'es surpassée pour les arrangements cette année, répondis-je en lui faisant la bise. Le parfum familier de sa fragrance signature, quelque chose de classique et de cher, provoqua une brève pointe de tristesse pour ce qui allait se dérouler. Malgré tout, j'avais sincèrement tenu à la famille d'Arnaud. Ils m'avaient accueilli, à leur manière réservée, dans leur monde doré. Éléonore étudia mon visage, ses yeux bleus perçants se plissant légèrement. « Te sens-tu bien ? Tu sembles différente ce soir. » « Je vais parfaitement bien, l'assurai-je, offrant un sourire qui ne révélait rien. J'attends juste avec impatience les annonces de la soirée. Le gala annuel n'était pas simplement une célébration. C'était aussi la scène où les développements majeurs de l'entreprise étaient partagés avec la famille élargie et les principaux actionnaires. Cette année, cependant, il y aurait des annonces que personne, à part moi et quelques confidents triés sur le volet, ne pouvait anticiper. Éléonore hocha la tête, apparemment satisfaite de ma réponse, bien que je sache qu'elle manquait peu de choses. Arnaud vient d'envoyer un message. Il est un peu en retard, quelque chose à propos de la finalisation des détails de sa présentation. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, une délicate pièce incrustée de diamants qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il devrait être là d'une minute à l'autre. J'en suis sûre, dis-je, ma voix stable, ne trahissant rien de l'ironie amère que je ressentais. Je savais exactement pourquoi mon mari était en retard et quels détails il finalisait. Les détails de mon humiliation publique. Alors qu'Éléonore s'éloignait pour saluer d'autres invités, une vague de visages familiers passa. Membres du conseil d'administration, investisseurs, amis de la famille, tous me voyaient comme Victoire Lefebvre, l'épouse solidaire et diplômée d'HC d'Arnaud, qui avait gracieusement mis de côté sa propre carrière prometteuse dans le capital risque pour l'aider à gravir les échelons de l'entreprise familiale. Ils voyaient l'hôtesse parfaite, l'accessoire élégant. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. Ils n'avaient aucune idée de ce dont j'étais capable. J'aperçus mon beau-frère, Julien, qui m'observait de l'autre côté de la pièce. Contrairement au reste du clan Lefebvre, Julien avait toujours semblé voir au-delà de l'image soigneusement cultivée que je présentais. Il était plus calme qu'Arnaud, plus observateur, avec un esprit d'analyste qui ne manquait rien. Il s'approcha, 2 nouvelles flûtes de champagne à la main, naviguant dans la foule avec une aisance naturelle. « Tu as l'air de quelqu'un qui aurait bien besoin d'un autre verre, dit-il en m'offrant l'une des flûtes. Est-ce si évident ? J'acceptai le champagne, appréciant sa perspicacité. Seulement pour quelqu'un qui sait quoi chercher, Julien s'appuya contre le bar à côté de moi, son smoking sur mesure un parfait écho de celui de son frère, pourtant il le portait avec une confiance détendue qui manquait toujours à Arnaud. Arnaud portait ses vêtements comme un costume, Julien les portait, tout simplement. Arnaud m'a appelé tout à l'heure. Il avait l'air
Excité. Il a dit que ce soir serait transformateur pour l'entreprise. Je pris une lente gorgée, laissant les bulles fraîches reposer sur ma langue avant d'avaler. Le goût était vif, pur, comme la clarté qui s'était installée en moi. Ce le sera certainement, répondis-je, ma voix égale. Julien m'étudia un instant, son expression passant de la curiosité désinvolte à une véritable inquiétude. Victoire, est-ce que tout va bien entre vous deux? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous êtes arrivés séparément ce soir. Et dernièrement, chaque fois que je mentionne Arnaud, tu as ce regard. Quel regard, demandai-je, en gardant mon sang-froid, mon regard fixé sur la grande entrée. Comme si tu calculais quelque chose de complexe dans ta tête, il fit une pause, puis ajouta, comme en ce moment même. Avant que je puisse formuler une réponse, un murmure se propagea dans la foule. Le bruit ambiant des conversations polies et des verres qui tintent diminua alors que les portes principales de la salle de bal s'ouvrirent. Arnaud était arrivé. Il se tenait là, impeccable dans son smoking sur mesure, son sourire confiant illuminant ses traits séduisants. C'était le sourire qui m'avait charmé autrefois, celui qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans une pièce bondée. Mais ce soir, il semblait prédateur. Ce n'était cependant pas son apparence qui provoqua une onde de surprise parmi les invités. C'était la femme à ses côtés. Sophia Rossi, son assistante de direction depuis 2 ans, était à son bras. Son bras était enlacé au sien dans un geste qui dépassait de loin la familiarité professionnelle. Elle portait une superbe robe rouge moulante qui se détachait crûment sur la mer de bleu marine et d'or. C'était une déclaration. N'est-ce pas, commença Julien, la confusion évidente dans sa voix. Si, confirmai-je, ma voix plate, sans émotion. C'est Sophia. Le bruit ambiant de la salle s'estompa davantage alors qu'Arnaud guidait Sophia à travers la foule, tel un héros conquérant revenant avec son trophée. Il s'arrêta pour la présenter aux membres clés de la famille et aux partenaires commerciaux, sa voix portant juste assez pour que je puisse lire les mots sur ses lèvres même de l'autre côté de la salle. La femme qui a changé ma vie. Et puis, tellement excité pour notre avenir ensemble. Je regardai alors qu'il approchait de ses parents. Je vis l'expression composée d'Éléonore vaciller une fraction de seconde, une minuscule fissure dans sa façade parfaite. Même à distance, la tension de ce bref échange était palpable. Le père d'Arnaud, Jean-Luc Lefebvre, le fondateur et actuel président de la financière Lefebvre, apparut aux côtés de sa femme. Son visage était un masque de stoïcisme indéchiffrable alors qu'il serrait la main de Sophia, un geste bref et dédaigneux. C'était un homme qui valorisait l'héritage et les apparences par-dessus tout. Ce spectacle public serait une violation impardonnable du protocole. Victoire, la voix de Julien trancha à travers mes observations, vive d'incrédulité. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je me tournai enfin pour le regarder, laissant un petit sourire entendu toucher mes lèvres pour la première fois de la soirée. Tu le sauras bien assez tôt, répondis-je, posant mon verre maintenant vide sur le bar avec un léger clic. Ton frère a préparé une sacrée annonce pour ce soir. Le dîner se déroula dans une normalité surréaliste et superficielle. Les plats furent servis, le vin versé, et la conversation polie maintenue, bien que l'air fût épais de questions inexprimées. J'étais assise à une table avec plusieurs membres du conseil d'administration et leurs conjoints, un choix délibéré que j'avais fait en examinant le plan de table plus tôt. Je n'étais pas à la table principale de la famille, où Arnaud était maintenant assis avec Sophia fièrement à ses côtés. Si quelqu'un trouvait cet arrangement inhabituel, il était trop bien élevé pour le commenter directement. Mais je sentais leur regard, passant d'Arnaud à moi, essayant de reconstituer le puzzle. Y avait-il eu des signes de problème dans notre mariage de 7 ans qu'ils avaient manqué? Était-ce une sorte de malentendu? Un arrangement commercial bizarre dont ils n'étaient pas au courant? La spéculation était un bourdonnement sourd sous la surface des conversations polies. Je les laissai s'interroger. La vérité, quand elle viendrait, serait bien plus dramatique que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Tout au long du repas, je mangeais avec un appétit constant, engageant la conversation sur les tendances du marché et les efforts philanthropiques avec les membres du conseil à ma table. J'étais calme, concentré. Je jouais mon rôle de Victoire Lefebvre une dernière fois, l'épouse gracieuse et intelligente.
Une femme sur le point d'être publiquement rejetée. Ils n'avaient aucune idée qu'ils parlaient à la future présidente directrice générale de l'entreprise qu'ils aidaient à gouverner. Alors que le dessert était servi, une délicate mousse au chocolat en forme du logo de la financière Lefebvre, Jean-Luc Lefebvre se leva pour commencer la partie formelle de la soirée. Il se tenait au pupitre, une figure d'autorité du vieux monde. Il parla des réalisations de l'entreprise, des défis du marché surmontés, de la force durable de l'héritage Lefebvre. Il reconnut les contributeurs clés avec une aisance exercée. Finalement, il en arriva à l'événement principal. Et maintenant, dit-il, sa voix résonnant dans la salle de bal silencieuse, j'aimerais présenter mon fils, Arnaud, qui a des développements passionnants à partager sur la direction future de la financière Lefebvre. Arnaud s'approcha du pupitre avec l'assurance d'un homme qui croyait contrôler le récit, le monde, tout ce qui était en son orbite. Son charisme avait toujours été son plus grand atout, tant professionnellement que personnellement. C'est ce qui m'avait attiré vers lui il y a une décennie, lorsque nous nous étions rencontrés à un gala de charité très similaire à celui-ci. Son attention ciblée m'avait donné l'impression d'être la seule personne dans une pièce bondée. Je comprenais maintenant que c'était une compétence qu'il déployait, pas un sentiment qu'il éprouvait réellement. Merci, père, commença Arnaud, arpentant la salle du regard avec ce charme facile et étudié. La financière Lefebvre se trouve à un moment charnière de son histoire. Les décisions que nous prenons maintenant définiront notre héritage pour les générations à venir. Il continua avec un aperçu de la solide position financière de l'entreprise, sa voix confiante et claire. Puis, il changea de ton, le rendant plus personnel, plus intime. Mais avant de partager nos passionnants développements stratégiques, dit-il, marquant une pause pour l'effet dramatique, je veux aborder quelque chose de nature plus privée. Mon moment approchait. Je saisis le portefeuille en cuir lisse que j'avais placé sous ma chaise, mes doigts se refermant sur le matériau frais et doux. Il était à portée de main. Tout était en place. Comme certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, continua Arnaud, son regard balayant la salle avant de se poser, brièvement, sur moi, je suis accompagné ce soir par Sophia Rossi, que beaucoup d'entre vous connaissent comme ma talentueuse assistante de direction. Il fit un geste vers elle, et elle offrit un petit sourire nerveux au public, une rougeur colorant ses joues. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Sophia est devenue bien plus qu'une collègue pour moi. Elle est devenue ma partenaire, ma confidente, et la femme avec qui je prévois de construire un avenir. Un murmure étouffé, un hoquet collectif, ondula à travers la salle de bal. Arnaud leva légèrement la main, un geste demandant le silence, un roi commandant sa cour. Je sais que cela surprend beaucoup d'entre vous, dit-il, son ton feignant le regret. Victoire et moi discutons de notre situation en privé depuis un certain temps, et nous avons mutuellement convenu que notre mariage est arrivé à son terme. Nous nous sommes éloignés, avons développé des visions différentes pour nos avenirs. Bien que ces transitions ne soient jamais faciles, nous nous engageons à gérer ce changement avec la dignité et le respect que le nom Lefebvre exige. L'audace pure et sans mélange de son mensonge me coupa momentanément le souffle. Il n'y avait eu aucune discussion. Il n'y avait eu aucun accord mutuel. La seule chose mutuelle dans notre relation avait été les comptes bancaires que j'avais systématiquement vidés au cours du mois dernier, transférant les fonds vers des investissements offshore qu'ils ne pouvaient ni tracer ni toucher. En regardant vers l'avenir, continua Arnaud, apparemment imperturbable par les expressions choquées qui l'entouraient, je suis ravi d'annoncer une restructuration de la direction de la financière Lefebvre. Avec mon père qui endossera un rôle de conseiller, j'assumerai le poste de PDG, avec une nouvelle vision audacieuse pour étendre nos opérations en Asie-Pacifique, une direction stratégique que Sophia, avec son expertise internationale, a été essentielle à développer. Il avait presque terminé, exposant sa version soigneusement construite de la réalité. Mon pouls restait stable, ma respiration régulière. J'étais prête. Ainsi, alors que ce soir marque une transition personnelle dans ma vie, conclut Arnaud, sa voix gonflée d'une fausse sincérité, il annonce également un nouveau chapitre passionnant pour la financière Lefebvre. J'apprécie votre compréhension et votre soutien continu alors que nous embrassons ces changements. Il leva sa coupe de champagne. À de nouveaux commencements. Une réponse éparse et incertaine suivit. Quelques verres furent levés, mais la plupart des gens se contentèrent d'échanger des regards mal à l'aise.
Dans le silence gêné et lourd qui suivit, je me levai de ma chaise. Portefeuille en main, je me dirigeai vers le pupitre. Tous les yeux de la salle étaient rivés sur moi. L'expression d'Arnaud vacilla à travers une série d'émotions, la surprise, puis l'agacement, puis un sourire exercé et apaisant alors qu'il se préparait à gérer ce qu'il supposait probablement être une scène émotionnelle et hystérique de la part d'une épouse délaissée. « Victoire », dit-il doucement alors que j'approchais, sa voix assez basse pour que moi seul l'entende, un avertissement déguisé en préoccupation. « Ce n'est pas le moment approprié pour discuter. Nous pourrons parler en privé plus tard. » Je souris en réponse, le même sourire froid et détaché que j'avais perfectionné au fil des années de négociation d'entreprise, un sourire que j'avais mis de côté pour soutenir sa carrière. « Oh, je pense que c'est exactement le bon moment, Arnaud, dis-je, ma voix claire et calme. Tu as partagé ton annonce. Maintenant, j'aimerais partager la mienne. » Avant qu'Arnaud ne puisse objecter, avant que son sang-froid soigneusement maîtrisé ne puisse se réaffirmer, je m'avançai vers le microphone. Je fis face aux invités assemblés, la famille Lefebvre, les membres du conseil d'administration, les principaux investisseurs et les partenaires de l'entreprise. Tous des gens qui m'avaient principalement connue comme l'épouse d'Arnaud, la conjointe solidaire et souriante qui avait gracieusement mis de côté sa propre carrière prometteuse pour l'aider à gravir les échelons de la hiérarchie Lefebvre. Ils étaient sur le point de recevoir une nouvelle éducation. Bonsoir à tous, ma voix était stable, portant clairement à travers la salle de bal silencieuse et caverneuse. L'acoustique était parfaite. Pour ceux qui ne me connaissent pas bien au-delà de mon rôle d'épouse d'Arnaud, permettez-moi de me représenter. Je suis Victoire Richard Lefebvre. Ancienne associée principale chez Criterion Venture, avant que je ne réoriente ma carrière pour soutenir les intérêts de la famille Lefebvre. Je fis une pause, laissant le nom de mon ancienne firme flotter dans l'air. J'établis un contact visuel direct avec plusieurs membres clés du conseil, des hommes que je savais avoir suivi ma carrière avant que je n'épouse l'un des leurs. C'était un rappel subtil de qui j'étais avant de devenir une Lefebvre. Une décision que, à la lumière des récents développements, j'ai eu des raisons de réévaluer. Arnaud s'agita à côté de moi, une lueur de véritable malaise brisant enfin sa façade confiante. Sa confiance était un bouclier, mais je savais où se trouvaient les fissures. Il m'avait toujours sous-estimé. Il avait vu mon ambition comme quelque chose que j'avais abandonné, non comme quelque chose que j'avais simplement mis en réserve. Il supposait qu'en renonçant à ma carrière, j'avais aussi renoncé à ma pensée stratégique, à ma compréhension des manœuvres d'entreprise, à mon instinct de tueuse. C'était une erreur de calcul fatale. Pendant qu'Arnaud se concentrait sur le développement de nouvelles orientations pour la financière Lefebvre, continuai-je, mon ton égal et professionnel, et, apparemment, sur une nouvelle vie personnelle également, j'étais engagé dans une planification stratégique de mon côté. J'ouvris le portefeuille en cuir. Le léger clic du fermoir magnétique sembla résonner dans la salle silencieuse. J'en sortis un unique document épais, ses pages reliées par une couverture bleu marine. Je le fis glisser sur la surface polie du pupitre vers Arnaud. Ses yeux suivirent le mouvement, son expression passant de la confusion à l'incrédulité alors qu'il lisait le titre sur la page de garde, « Certificat d'actionnaire majoritaire financière Lefebvre Holding ». Depuis 16h30 cet après-midi, continuai-je, ma voix gagnant en force, se projetant dans tous les coins de la salle, j'ai acquis une participation de contrôle dans la financière Lefebvre. Ceci a été réalisé grâce à une série d'achats stratégiques d'actions auprès d'actionnaires privés et de divers membres de la famille cherchant des liquidités. Des halètements et des inspirations brusques éclatèrent dans toute la salle. Le faible murmure de choc se transforma en une vague de chuchotements frénétiques. Je levai une main, non pas pour demander le silence, mais pour le commander. Et à ma grande surprise, ils se turent. La documentation que tu as devant toi, Arnaud, dis-je en me tournant vers lui, que les avocats de ta famille ont déjà vérifié, confirme ma participation de 53% dans l'entreprise. Pendant que tu planifiais l'annonce de ton accession au poste de PDG ce soir, je finalisais les détails qui font de ce poste le mien à pourvoir. Je me retournai vers le public stupéfait, mon regard balayant leurs visages incrédules. Je vis Jean-Luc, son visage un masque de pierre, mais ses yeux brûlaient d'une fureur froide. Je vis Éléonore, sa main pressée contre sa bouche, son sang-froid parfait enfin brisé.
Et je vis Julien, un sourire lent, presque imperceptible, s'étalant sur son visage. Avec effet immédiat, annonçai-je, ma voix résonnant d'une autorité que personne dans cette salle n'avait jamais entendue de ma part, j'assumerai le rôle de présidente directrice générale de la financière Lefebvre. Un conseil d'administration restructuré sera annoncé la semaine prochaine. La couleur quitta le visage d'Arnaud. Il fixa les documents d'acquisition, ses mains tremblant légèrement alors qu'il feuilletait frénétiquement les pages, comme s'il cherchait une faille, une erreur, une clause qui invaliderait la réalité impossible qui se déroulait devant lui. Il n'y en avait aucune. J'avais exécuté chaque étape avec une précision méticuleuse, chirurgicale. J'avais été guidé par les meilleurs esprits financiers et juridiques que l'argent pouvait acheter, des professionnels qui ne devaient aucune loyauté à la famille Lefebvre, seulement à leurs clientes. Moi. Cette transition peut surprendre, reconnus-je à la salle, ma voix s'adoucissant légèrement, adoptant un ton plus rassurant. Mais je vous assure qu'elle a été soigneusement orchestrée pour garantir le succès et la stabilité continue de l'entreprise. Les fondamentaux de la financière Lefebvre restent solides, et avec une nouvelle direction, nous avons l'opportunité de nous développer dans des directions qui honorent son héritage tout en embrassant une innovation bien nécessaire. Finalement, je me tournai pour faire face à Arnaud directement. Le microphone était toujours allumé, mais je baissai la voix, rendant le moment à la fois public et intensément privé. Tu as annoncé la fin de notre mariage ce soir sans la courtoisie d'une discussion préalable. Tu as cherché à définir les termes de mon départ de ta vie devant tout le monde que nous connaissons. Je me penchai plus près. Considérez ceci comme ma réponse. Non pas en tant que ton épouse, mais en tant que ta nouvelle patronne. Le silence qui suivit fut absolu. Il était si profond qu'on pouvait presque entendre le choc collectif dans la salle, un poids palpable et physique. Le récit soigneusement construit d'Arnaud, son monde entier, s'était effondré de la manière la plus spectaculaire, le laissant debout à côté de moi, document en main, complètement pris au dépourvu par la femme qu'il avait si gravement, si follement, sous-estimée. À cet instant, alors que je parcourais la salle du regard de l'incrédulité écarquillée d'Éléonore au regard calculateur et meurtrier de Jean-Luc en passant par le sourire à peine réprimé de Julien, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Ce n'était pas seulement la victoire. C'était le frisson pur et électrique de la reprise de mon pouvoir. Pas seulement professionnellement, mais personnellement. J'étais entrée dans cette pièce comme la femme qu'Arnaud rejetait. J'en sortirais comme la femme qui contrôlait l'héritage centenaire de sa famille. Je me retournai vers le public stupéfait et silencieux, un sentiment renouvelé de détermination me traversant. Je redressai les épaules et m'adressai à eux une dernière fois. Maintenant, dis-je, ma voix vive et claire. Discuterons-nous de l'avenir de la financière Lefebvre ? Les 72 premières heures après une prise de contrôle d'entreprise suivent un schéma prévisible, choc, résistance, puis recalibrage stratégique. La dynamique humaine, cependant, est bien plus désordonnée, surtout lorsque les relations familiales et les mariages trahis sont jetés dans ce mélange volatile. J'ai navigué dans ces eaux turbulentes avec la même précision calculée qui avait guidé mon acquisition de la financière Lefebvre. Alors que le gala se désintégrait en un maelstrom de conversations stupéfaites et d'appels téléphoniques urgents et discrets, Arnaud retrouva enfin sa voix. Ce n'était pas la voix confiante et charmante de l'homme qui se tenait au pupitre quelques minutes auparavant. C'était le sifflement venimeux d'un animal acculé. C'est impossible, siffla-t-il en me saisissant le bras alors que j'essayais de m'éloigner du pupitre. Ses doigts s'enfoncèrent dans ma peau. Comment as-tu pu obtenir suffisamment d'action ? Mon père ne t'aurait jamais vendu. Ton père ne l'a pas fait, répondis-je, enlevant doucement mais fermement sa main de mon bras. Son contact me semblait étranger maintenant. Mais tes cousins, Michel et Sarah, étaient très désireux de liquider leur part héritée pour le bon prix. Tout comme les enfants de ton oncle Guillaume, après son décès l'année dernière. Tu as été si concentré sur la branche centrale de la famille Lefebvre, Arnaud, celle qui détient le pouvoir, que tu as négligé les parents mécontents en périphérie. Ceux qui ont des capitaux propres importants mais aucune influence réelle. La compréhension qui se dessinait dans ses yeux, la reconnaissance lente et horrifiée de sa propre arrogance, confirma ce que j'avais soupçonné depuis le début. Son orgueil avait créé des angles morts, des vulnérabilités qui ont rendu toute ma manœuvre possible.
Pendant qu'il cultivait des relations avec les membres du conseil d'administration et les partenaires de l'industrie, j'avais tranquillement établi des liens avec les actionnaires familiaux négligés et rancuniers. Je leur ai offert ce qu'ils désiraient le plus, une porte de sortie, avec une prime. Jean-Luc Lefebvre s'approcha alors, son extérieur de patricien composé dissimulant à peine la fournaise de fureur qui faisait rage en lui. « Victoire, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Je crois que nous devons discuter de cela. En privé. Maintenant. » Il fit un geste vers son bureau privé, un sanctuaire lambrissé au bout du couloir de la salle de bal, l'espace où se tenaient les discussions d'affaires plus petites et plus sensibles lors de ces grands événements. C'était le saint des saints. Bien sûr, Jean-Luc. Je serais ravi de revoir les détails avec vous, dis-je, mon ton poli et accommodant. Je me tournai vers le public toujours stupéfait. S'il vous plaît, tout le monde, profitez du reste de la soirée. Le dessert est vraiment exceptionnel. Je ferai une annonce formelle sur notre nouvelle direction passionnante la semaine prochaine. Alors que je suivais Jean-Luc vers son bureau, un général triomphant suivant un roi vaincu, j'aperçus Sophia. Elle se tenait maladroitement près de la table familiale, une tache écarlate dans une mer de bleu marine et d'or. Son moment de triomphe, il y a quelques minutes à peine, s'était transformé en confusion et en incertitude. Elle semblait perdue. Tandis que je la regardais, Julien s'approcha d'elle, offrant ce qui semblait être un mot de sympathie et une main stabilisatrice, l'éloignant des regards indiscrets. Malgré tout, je ne pus m'empêcher de ressentir une lueur d'empathie pour elle. Elle aussi avait été un pion dans le jeu d'Arnaud, bien qu'un pion consentant. Elle avait misé sur un avenir avec un homme puissant, et elle venait de perdre de façon spectaculaire. Le bureau de Jean-Luc était un sanctuaire à la gloire des Lefebvre. Des récompenses encadrées, des photographies avec des personnalités politiques, le document original manuscrit établissant l'entreprise en 1923. C'était une pièce conçue pour intimider, pour rappeler aux visiteurs le poids de l'histoire et du pouvoir auquel ils étaient confrontés. Arnaud nous suivit, fermant la porte avec une force inutile, le son faisant écho à l'éclatement de son monde. « Explique-toi », exigea Jean-Luc dès que nous fûmes en privé, toute prétention de civilité abandonnée. Je m'assis dans l'un des fauteuils en cuir moelleux en face de son immense bureau en acajou, sans y être invité. J'ouvris de nouveau mon portefeuille, comme un avocat exposant son cas. La situation est assez simple, Jean-Luc. Au cours des 4 derniers mois, j'ai systématiquement acquis des actions auprès de membres de la famille qui étaient désireux de convertir leurs capitaux propres sans droit de vote en espèces. Combiné avec les actions qu'Arnaud m'a offertes pour notre 5e anniversaire en supposant probablement que je n'exercerai jamais leur droit de vote de manière indépendante, j'ai obtenu une participation majoritaire. C'est parfaitement légal. Vos propres avocats peuvent le confirmer. C'est du vol d'entreprise, intervint Arnaud, arpentant la pièce comme un tigre en cage. Tu as manipulé ma famille. Tu as utilisé notre mariage pour comploter ce coup d'État. L'accusation était si pleine d'hypocrisie, si totalement dépourvue de conscience de soi, que je ne pus réprimer un rire court et sec. C'était un son qu'il ne m'avait jamais entendu émettre. Planifier la fin de notre mariage, Arnaud? C'est ce que tu penses que je faisais? Je me penchai en avant, ma voix baissant, devenant aussi froide et tranchante qu'un éclat de glace. J'ai trouvé le contrat de mariage que tu avais fait rédiger pour Sophia il y a 3 semaines. Celui qui détaillait comment mes biens seraient protégés des siens, si votre nouvelle union échouait. J'ai trouvé le bail de l'appartement en attique que tu as obtenu pour elle il y a 6 mois. Et, plus important encore, je tournai mon regard vers Jean-Luc, j'ai trouvé le compte au Luxembourg dans lequel tu détournes des fonds de l'entreprise depuis plus d'1 an. Je fis une pause, laissant les mots s'imprégner. Des fonds, d'ailleurs, que j'ai déjà tracés et restitués au compte de l'entreprise. Le regard de Jean-Luc, qui avait été fixé sur moi avec une fureur brute, se déplaça vers son fils. Quelque chose de nouveau entra dans son expression. Un calcul froid et dur remplaçait la colère. Tu as fait des détournements? Ce n'est pas du détournement, protesta Arnaud, sa voix montant dans la panique. C'était une structuration de rémunération stratégique. Pour des raisons fiscales. Sans l'approbation du conseil, demandai-je innocemment. Sans documentation?
Directement sur un compte luxembourgeois sous une société écran dont les initiales correspondent, par hasard, à celle de Sophia Rossi? Les experts comptables que j'ai engagés l'ont trouvé en quelques jours, Arnaud. Tu es brillant, mais tu es aussi négligent. Jean-Luc s'affaissa dans son fauteuil derrière le bureau, paraissant soudain faire ses 72 ans. Le poids de l'héritage Lefebvre semblait l'écraser. Avez-vous des preuves de cela? Demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je sortis un autre document de mon portefeuille. Un rapport détaillé. Je le fis glisser sur le bureau poli. Relevé de transactions complet, détail des comptes, et l'avis juridique d'un cabinet de premier plan en criminalité financière confirmant que cela constitue un détournement de fonds en vertu des lois nationales et européennes. La pièce tomba dans le silence tandis que Jean-Luc examinait les documents. Le seul son était le bruissement du papier et la respiration saccadée d'Arnaud. Sa façade confiante s'était complètement effondrée, remplacée par un désespoir pâle et terrifié que je n'avais jamais vu auparavant. Il n'avait pas seulement perdu l'entreprise de sa famille. Il faisait maintenant face, pour la première fois de sa vie privilégiée, à la possibilité très réelle de poursuites pénales. Le nom Lefebvre, le bouclier qui l'avait protégé toute sa vie, n'était plus à lui de le brandir. Il était à moi. Le visage de Jean-Luc était cendré lorsqu'il posa le rapport. Les pages soigneusement imprimées, remplies de numéros de compte et de dates de transaction, gisaient sur le bureau en acajou entre nous comme une condamnation à mort. Il ne regarda pas Arnaud. Il me regarda, ses yeux tenant un nouveau respect réticent né de la pure terreur. Il ne regardait plus sa belle-fille, il regardait une adversaire redoutable qui tenait le sort de sa famille et l'œuvre de sa vie entre ses mains. Votre position est claire, dit finalement Jean-Luc, sa voix plate, dépourvue de la fureur qui l'avait animé quelques instants auparavant. C'était un pragmatique, un survivant. Il savait quand une bataille était perdue. Que voulez-vous? C'était la question que j'attendais. Le moment où le chaos émotionnel de la soirée pouvait enfin se cristalliser dans la logique froide et dure d'une négociation. C'était le langage que je comprenais. C'était le terrain où j'étais la plus forte. Je veux ce que j'ai toujours voulu, Jean-Luc, répondis-je, ma voix calme et mesurée. Construire quelque chose de significatif. La financière Lefebvre a un potentiel énorme, un potentiel qui a été limité par une pensée dépassée, une prudence excessive. Je jetai un coup d'œil à Arnaud, qui avait cessé son va-et-vient frénétique et me fixait maintenant avec un mélange de haine et de peur, une direction imprudente et égoïste. Et Arnaud, demanda Jean-Luc, son regard toujours fixé sur moi, refusant de regarder son fils. Cela dépend entièrement de lui, dis-je en reportant mon attention sur mon mari. Je n'ai aucun intérêt à engager des poursuites pénales, ou à étaler les affaires sales de la famille pour le plaisir des échos. Ce serait inconvenant et mauvais pour les affaires. Je laissai un petit sourire froid toucher mes lèvres. Cependant, cette clémence est conditionnée à deux choses, la restitution complète et immédiate de tous les fonds détournés, et sa séparation complète et discrète de l'entreprise. Tu ne peux pas simplement m'effacer, intervint Arnaud, le désespoir s'insinuant dans sa voix, la rendant aiguë. C'est ma famille. Mon nom est sur le bâtiment. Le nom Lefebvre est devenu mon nom quand nous nous sommes mariés, terminai-je pour lui, ma voix douce mais inflexible. Un nom que tu étais si impatient de me voir abandonner ce soir. À moins, bien sûr, que tu ne préfères que je redevienne Victoire Richert tout en dirigeant l'entreprise de ta famille. Je soupçonne que cela rendrait la couverture médiatique encore plus intéressante. La brutalité calculée de ma réponse n'était pas née d'une simple vindicte, bien que la satisfaction fût indéniable. Elle était née de la nécessité. Arnaud ne respectait rien d'autre que le pouvoir. Pas les vœux, pas la loyauté, pas même l'honnêteté la plus élémentaire. Le pouvoir était le seul langage qu'il comprenait pleinement, et je devais le parler couramment. Au cours des 2 heures suivantes, dans ce bureau calme et lambrissé, nous avons négocié les termes de la reddition. L'air était épais du fantôme d'un mariage raté et de la naissance d'une nouvelle dynastie d'entreprises. Arnaud, pour la plupart, resta silencieux, un homme brisé regardant son avenir être démantelé pièce par pièce. La négociation se déroulait réellement entre moi et Jean-Luc, 2 stratèges redessinant un royaume. Le cadre que nous avons établi était simple et brutal. Arnaud démissionnerait,
avec effet immédiat, officiellement pour « raisons personnelles ». Il recevrait une modeste indemnité de départ, stipulée dans notre contrat de mariage, mais n'aurait aucun rôle continu, aucun poste de conseiller, aucun lien avec l'entreprise. Jean-Luc resterait président d'honneur pour une période de 2 ans, une figure de proue pour faciliter les relations avec les clients et assurer une transition en douceur, avant de prendre sa retraite complète. J'assumerai le poste de PDG immédiatement, avec un contrôle opérationnel total. Au moment où nous sommes sortis du bureau, le gala s'était en grande partie dispersé. La grande salle de bal n'était plus que l'ombre d'elle-même, avec seulement quelques cadres et membres essentiels de la famille restants, blottis en petits groupes chuchotants. L'air était lourd des retombées. Éléonore s'approcha alors qu'Arnaud passait devant elle en trombe, le visage comme un masque de tonnerre, se dirigeant vers la sortie sans un mot pour personne. Il ne se retourna pas. « Que as-tu fait » demanda Éléonore, sa voix tremblante d'un mélange de colère et de chagrin. Des années de grâce sociale exercée avaient été balayées, laissant derrière elle la panique brute d'une matriarche regardant le monde soigneusement construit de sa famille s'effondrer. « J'ai sauvé l'entreprise de votre famille, Éléonore, répondis-je, et je le pensais de toutes les fibres de mon être. » Arnaud détournait des fonds. Il prenait des décisions imprudentes, motivées par l'ego. Il s'apprêtait à emmener la financière Lefebvre dans des directions qui auraient détruit ses fondations et vous auraient tous exposés à une responsabilité catastrophique. Vous ne le croyez peut-être pas maintenant, mais les preuves deviendront claires dans les semaines à venir. Éléonore me fixa, son visage une toile d'émotions contradictoires. Des décennies à être la matriarche de la famille Lefebvre était évidente dans sa posture rigide, son refus de s'effondrer en public. Tu faisais partie de cette famille. Non, la corrigeai-je, doucement mais fermement. J'étais adjacente à cette famille. Il y a une différence significative. Une différence qui est devenue de plus en plus claire à chaque fois que les indiscrétions d'Arnaud étaient discrètement gérées par les réparateurs de la famille. À chaque fois que mes contributions aux discussions stratégiques étaient minimisées ou rejetées. À chaque fois qu'on attendait de moi que je sacrifie mes propres ambitions pour l'héritage Lefebvre, sans jamais être vraiment considéré comme en faisant partie. Quelque chose changea dans l'expression d'Éléonore. Ce n'était pas de l'acceptation, pas encore, mais c'était peut-être la première lueur de reconnaissance. En tant qu'épouse d'un homme puissant qui avait bâti son empire à une époque où l'on attendait des femmes qu'elles soutiennent plutôt qu'elles ne dirigent, elle comprenait plus qu'elle ne l'admettrait jamais à voix haute. Elle connaissait les sacrifices. Elle connaissait les compromis. Tu le regretteras, dit-elle finalement, bien que son ton manquât de conviction. C'était une défense réflexe, le dernier bastion d'un monde qui n'existait plus. Je ne crois pas, répondis-je. Mais je regrette que nous en soyons arrivés là. Malgré tout, je me soucie de cette entreprise et des gens qui en dépendent. Mes actions de ce soir ne concernaient pas seulement la trahison d'Arnaud. Elles visaient à protéger quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Alors qu'Éléonore s'éloignait, rejoignant son mari qui donnait maintenant des instructions discrètes à son propre assistant, Julien s'approcha. Il tenait un verre de liquide ambré. Du whisky. Tu pourrais en avoir besoin, dit-il, son expression illisible alors qu'il me le tendait. Sacrée soirée. J'acceptai le verre, le cristal lourd se sentant solide et réel dans ma main. Je pris une petite gorgée du scotch coûteux. La brûlure était la bienvenue. Es-tu ici pour défendre l'honneur de la famille aussi, demandai-je, ma voix fatiguée. Julien considéra la question, faisant tourner son propre verre pensivement. J'essaie de décider si tu es la méchante ou l'héroïne de cette histoire particulière. Pourquoi choisir, répondis-je, un fantôme de sourire touchant mes lèvres. Les personnages les plus intéressants sont généralement un peu des deux. Un véritable sourire traversa brièvement son visage, atteignant ses yeux. Tu sais, j'ai toujours dit à Arnaud qu'il te sous-estimait. Depuis le moment où tu as rejoint ces discussions stratégiques il y a 3 ans et que tu as immédiatement identifié les failles de notre plan d'expansion en Asie. Il secoua la tête avec incrédulité. Le même plan qu'il essaie toujours de faire passer, avec l'aide de Sophia. Il a dit que je ne faisais que répéter ce que j'avais entendu à l'époque où je travaillais dans le capital risque, me souvins-je, le souvenir du rejet désinvolte et condescendant d'Arnaud ne piquant plus. C'était juste une donnée maintenant, une preuve de plus sur une longue liste de ses échecs.
Et qu'en penses-tu, Julien, demandai-je, le regardant droit dans les yeux. Il soutint mon regard, le sien clair et direct. Je pense que la financière Lefebvre a peut-être enfin la direction qu'elle mérite. Il leva légèrement son verre. Bien que j'admette que je suis curieux de savoir où je me situe dans ce nouveau régime. C'était un autre moment crucial. J'avais besoin d'alliés au sein de l'entreprise, et Julien était le membre le plus capable et le plus rationnel de la famille Lefebvre. Cela dépend, dis-je en l'étudiant attentivement. Le poste de directeur des opérations sera vacant une fois que j'aurai restructuré l'équipe de direction. Ton sens des finances et ta connaissance institutionnelle seraient inestimables. Mais seulement si tu peux séparer la loyauté familiale des décisions commerciales. Julien haussa un sourcil, une lueur de surprise dans ses yeux. Tu m'offres une promotion après avoir orchestré un coup d'État contre mon propre frère? Je t'offre un poste basé sur le mérite et la capacité, pas sur les liens familiaux, contredis-je. C'est le changement fondamental qui arrive à la financière Lefebvre. La performance, la transparence et la responsabilité seront la nouvelle monnaie ici. Pas les lignées de sang. Je finis mon verre, la chaleur se répandant dans ma poitrine. Je posai le verre vide sur une table voisine avec un léger clic. Pense Y. Mais comprends bien ceci, Julien, les anciennes méthodes de fonctionnement sont terminées. Si tu veux faire partie de la suite, ce doit être à ces conditions. Sans exception. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir ma pochette, le portefeuille en cuir qui contenait maintenant l'avenir d'un empire financier, je m'aperçus dans un mur de miroir de la salle de bal désormais vide. Je reconnus à peine la femme qui s'y reflétait. Non pas parce qu'elle avait l'air différente extérieurement, mais à cause de la détermination féroce et inébranlable dans ses yeux. C'était un regard qui avait été absent pendant si longtemps, enterré sous des années de compromis et d'accommodement. Quelque part au cours des années à soutenir la carrière d'Arnaud, à gérer les obligations sociales des Lefebvre, à mettre progressivement de côté mes propres ambitions, j'avais perdu le contact avec la femme déterminée et implacable qui avait été autrefois une étoile montante dans le monde du capital-risque. Ce soir, elle était de retour. Non seulement en reprenant ce qui lui avait été pris, mais en se positionnant pour créer quelque chose d'entièrement nouveau à partir des fondations de l'ancien. Le voiturier amena ma voiture, une berline élégante et discrète qui contrastait fortement avec la flotte de voitures de luxe européennes préférées des Lefebvre. Alors que je glissais dans le siège du conducteur, mon téléphone vibra. C'était un SMS de mon ancienne mentor chez Criterion Venture, Diane Mercier. Le message était court et direct, je viens d'entendre des rumeurs du gala Lefebvre. Appelle-moi quand tu pourras. Si même la moitié de ce que j'entends est vrai, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Les nouvelles voyageaient vite dans les cercles financiers. Le matin venu, la presse économique se démènerait pour reconstituer le remaniement dramatique et sans précédent de l'une des plus anciennes institutions financières de la ville. Le récit serait façonné par celui qui le contrôlerait en premier. Alors que je conduisais vers l'appartement du centre-ville que j'avais discrètement loué 2 semaines plus tôt, anticipant le besoin d'une rupture nette avec la maison froide et opulente qu'Arnaud et moi avions partagée, je commençais à rédiger mentalement le communiqué de presse. Le communiqué qui présenterait au monde la nouvelle financière Lefebvre, et sa nouvelle PDG inattendue. Il ne s'agissait jamais seulement de la vengeance d'une épouse trahie, bien que la satisfaction douce et aiguë ne pût être niée. Il s'agissait de récupérer mon identité professionnelle. Il s'agissait de transformer une fin douloureuse et humiliante en un début puissant et stratégique. Il s'agissait de créer l'opportunité que j'attendais, sans même le reconnaître pleinement. Parfois, les coups personnels les plus dévastateurs créent les ouvertures pour nos plus grands triomphes professionnels. Pendant qu'Arnaud planifiait sa sortie de notre mariage, j'architecturais mon entrée sur une scène que j'étais depuis longtemps qualifiée pour commander. Demain apporterait une tempête de feu. Des membres du conseil d'administration résistants, des clients nerveux, des réactions familiales négatives. Mais ce soir, en conduisant à travers les rues scintillantes et indifférentes de la ville qui abritait l'empire financier maintenant sous mon contrôle, je me suis permis d'embrasser pleinement une vérité simple et puissante. La femme qu'Arnaud avait rejetée comme une épouse d'entreprise convenable et décorative venait de devenir son adversaire la plus redoutable. Et contrairement à lui, je n'avais aucune intention de perdre.